Alors, j'espère que ce temps d'écriture s'est déroulé pour le mieux. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça? Ben, bien entendu, pour vous permettre de réfléchir, c'est-à-dire faire sortir des mots qui sont enfermés voilà, dans votre crâne et le fait de pouvoir les poser sur du papier, ben, ça permet comme ça de les réfléchir, c'est-à-dire d'avoir une sorte de miroir qui se pose sur une surface extérieure. Ah, ça, c'est vraiment une possibilité d'activité. Sachez que, bien sûr, on a des mots à l'intérieur de nous, on a des idées, mais souvent c'est nébuleux, c'est pas forcément construit, c'est de l'ordre du ressenti, de la sensation, et l'objectif est vraiment d'aller plus loin et de les sortir, donc de leur permettre de s'extérioriser, et l'écriture permet justement ce travail. Alors, si je vous parle de sortir, si je vous parle d'extérioriser, c'est pas par hasard. Là, vous avez un écran blanc devant vous, ne vous inquiétez pas, nous allons donc continuer ce cours par le biais d'un PowerPoint qui va nous permettre un petit peu de revenir aux origines du mot éducateur. Alors, c'est un mot qui est employé bien entendu largement, c'est-à-dire que les parents sont des éducateurs, les professeurs sont des éducateurs, vous-même vous faites partie en tant que futur AES du travail éducatif, de la pratique éducative, alors dans un champ qui n'est pas celui de l'éducation nationale, mais qui est celui de l'éducation spécialisée. Alors, pourquoi j'ai choisi ce terme? Parce que ben, au milieu entre le A et le S de la dénomination de votre nom de métier, il y a le E, ou plutôt le E, donc éducatif. Et ça me semblait important pour commencer ce cours, pour revenir un petit peu à l'origine du mot éducateur. Et là, je vais vous inviter, comme je le disais tout à l'heure, à remonter le temps. Alors on va aller à une époque où on parlait encore latin dans la Rome antique, et donc à cette époque il y avait un educator ou des educators, une fonction donc dans la société, des personnes exercées en tant qu'educator, et qui signifie, c'est une contraction en fait educator de ex ducator, hein, qui signifie sortir la personne, conduire hors d'eux. Voilà, conduire hors de, ex ducator. Alors, éducateur, c'est cette contraction qui a par la suite donné le mot éducateur. Alors, la Rome antique, c'est une civilisation riche, complexe, très structurée, hein. C'est une civilisation qui a dominé le bassin méditerranéen et même au-delà, qui a rayonné sur le monde à un moment donné, d'ailleurs même durant plusieurs siècles, de longs siècles, qui a connu des périodes fastes, des périodes sombres, mais en tout cas de civilisation de laquelle on garde encore beaucoup de points de repère, hein, notamment en termes de langage, mais aussi dans la façon de percevoir les choses. Donc ça a pas mal modelé nos façons de vivre et d'appréhender les choses. Alors, pour ce qui est du mot éducateur, souvent je pose la question au groupe, et je vous pose la question, vous qui êtes derrière votre écran, d'après vous, c'est quoi un éducateur? Un éducateur à cette époque? Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Pas trop longtemps quand même, mais en général, ce qu'on me rapporte, c'est une personne qui est chargée d'enseigner. Alors c'est souvent ce qui revient, l'idée du professeur, du précepteur, quelqu'un qui transmet un savoir. Alors, quand je demande dans quel type de classe sociale il se trouve, alors forcément, c'est une classe plutôt intellectuelle, c'est un petit peu les représentations qu'on a, hein, c'est-à-dire le professeur, l'éducateur. Or, ce n'est absolument pas le cas, on va le voir, l'éducateur était un esclave. Alors, au sein des grandes familles romaines, l'éducateur était l'esclave
chargé par le pater familias d'accompagner l'enfant ou l'adolescent. Le pater familias, c'est le père de famille, c'est celui qui dominait vraiment sa villa, c'était celui qui avait des responsabilités politiques, c'était un homme libre, un citoyen. Et il lui permettait d'accompagner l'enfant ou l'adolescent de son domicile à l'école. Alors, il guidait ses pas, partageait ses jeux et sa conversation en marchant aux côtés de son petit maître, hors de chez lui. Il lui apprenait donc à se conduire. S'il n'était pas officiellement professeur, son rôle éducatif n'était pas niable et il devait protéger le fils de la maison des dangers de la rue. Alors là, on voit bien que l'éducateur, vous voyez, c'est pas du tout le professeur, c'est pas du tout quelqu'un de favorisé, quelqu'un qui possède du savoir, c'est quelqu'un qui va être chargé d'accompagner un enfant, un adolescent, et un adolescent ou un enfant qui est précieux, parce que donc dans la Rome antique, il y a des conflits politiques qui peuvent parfois dégénérer violemment, et en fait, il faut savoir que la moitié de la population, donc les femmes, n'existent pas donc socialement, ce sont d'abord les hommes qui dirigent la cité et surtout une poignée d'hommes libres, des citoyens supérieurs, de caste supérieure, et il y a des citoyens libres également, ça peut être des artisans, des marchands, etc. Et à côté, il y a énormément d'esclaves. Donc, alors il faut savoir dans le droit romain, les esclaves sont considérés comme des meubles, donc comme des objets. Donc cet éducateur est plus qu'un objet aux yeux du maître puisqu'il lui confie sa progéniture et donc l'avenir de sa dynastie. Donc vous voyez, ce n'est pas rien en termes de responsabilité. Alors forcément, l'éducateur n'avait pas trop intérêt à perdre les enfants ou qu'il leur arrive malheur parce que là, c'était un petit peu vraiment risqué pour lui, hein. Il risquait tout simplement de perdre la tête, d'être mis à mort. Alors, quelques mots importants pour situer un petit peu justement cette histoire par rapport à votre métier. Tout d'abord, il y a le mot accompagner hein, que vous allez entendre souvent dans le travail social. On accompagne des personnes. Alors ça revient très souvent. Partager, bien sûr, on partage parce qu'on ne peut pas accompagner sans partager le moment avec la personne en étant présent à ses côtés. Et il y a aussi la notion d'apprendre, donc apprenez, donc l'apprentissage, on va le voir après également, ce terme, donc à se conduire. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que souvent, moi quand j'étais enfant, on me disait conduis-toi bien. Hein, il faut que tu apprennes à te conduire correctement. Et on voit bien que l'idée de conduite est toujours à l'origine donc quelque chose de très concret. C'est-à-dire que l'enfant devait pouvoir accéder à l'autonomie hors de chez lui, encadré, c'est-à-dire qu'à terme, l'idée c'était qu'il puisse sortir et se conduire seul au sein de la société qui est l'espace social extérieur. Alors, s'il n'était pas officiellement professeur, bien sûr, son rôle éducatif n'était pas niable et il avait une fonction de protection. Donc, pour ceux qui peut-être travailleront dans ce domaine, il y a bien entendu la protection de l'enfance, hein, qui est un domaine du champ de l'éducation spécialisée. Alors, trois mots que je retiens de ces différents mots, ce sont le mot accompagner, bien sûr, social et éducatif. Alors vous allez me dire pourquoi ces trois mots, je vous invite un petit peu à réfléchir, peut-être c'est déjà dans votre esprit, et bien tout ça pour vous amener justement au nom de votre métier, accompagnant éducatif et social. Alors bien sûr l'accompagnant, c'est accompagner, c'est étymologiquement celui qui partage le pain, le compagnon, hein. Donc c'est celui qui partage un moment avec l'autre, celui qui passe du temps, qui est aux côtés, qui vit le quotidien. Ça, c'est très important. Éducatif, on le verra, c'est l'idée c'est de permettre à la personne de sortir d'elle-même. Donc, c'est sortir hors d'eux, hein. Donc là, on voit bien concrètement l'esclave emmène l'enfant de sa villa
aux lieux de socialisation qui étaient par exemple le gymnasium, là où il y avait une activité physique, mais aussi intellectuelle. Et l'esclave éducateur n'enseignait pas, c'était les maîtres sur place qui enseignaient des savoirs. Donc ça pouvait être l'activité physique, mais ça pouvait être les mathématiques, ça pouvait être l'astronomie, enfin ça dépend la philosophie, ça dépend à quoi il était destiné. Et donc l'esclave en fait revenait chez lui après avec l'enfant après 7 ans de cours d'enseignement, et il faisait un rapport complet au maître de maison en disant voilà ce qu'a fait votre enfant aujourd'hui. Donc il faisait un compte rendu. Et tout ça, bien sûr, c'est dans l'espace social. Donc l'espace social, bah, forcément, si on amène personne à sortir hors d'eux, c'est que ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc la société. Là, c'est très important à situer. Ce sont ces trois mots qui, excusez-moi, qui constituent donc votre profession. Et vous voyez, c'est pas rien. Souvent, on se dit AES, ça veut dire quoi? Eh bien, moi, j'essaye de, vous voyez, donner une définition avec du sens pour que vous puissiez bien vous situer dans le travail social. Donc là, vous êtes vraiment non pas des esclaves, c'est terminé ce temps-là, mais vous êtes des personnes qui êtes chargées quand même par une institution, qui êtes missionnées pour travailler auprès de personnes en difficulté. Dans ce cadre-là, alors les accompagnements d'un point de vue éducatif et social. Bien sûr, si votre tête ne sera pas tranchée, la peine de mort étant abolie en France en cas de problème, mais il y a également cette responsabilité éducative qui est réelle, hein. S'il y a un problème dans le suivi ou l'accompagnement de la personne, eh bien, on vous demandera de vous expliquer. Alors, tout ça, ça me paraissait important de revenir sur qu'est-ce qu'on entend par éducatif. J'aurai l'occasion d'y revenir pendant ce cours. Mais souvent, les gens, tout simplement, les éducateurs, ont des difficultés à expliquer leur métier. Un boulanger va vous dire comment il pétrit le pain, comment il le met au four, comment il le cuit, ça va être des gestes techniques. Un menuisier vous expliquera qu'il découpe des planches, ensuite il les assemble, il fait une armoire ou un meuble. Alors voilà, ça c'est très concret, mais l'éducateur, quels sont ses gestes éducatifs? Hein, quels sont ces gestes? Eh bien, ils sont très différents de celui du boulanger ou du menuisier, puisqu'ils vont être ils vont se situer dans la présence à l'autre. Et ça, c'est sur quelque chose que je vais donc un petit peu baliser avec vous aujourd'hui, hein. C'est qu'est-ce qui fait travail éducatif, hein. Des fois, on a l'impression tout simplement qu'on regarde une personne ou qu'on écoute, on a quelque part l'idée que peut-être vu de l'extérieur, on a l'impression que le travailleur social éducatif ne fait rien, mais non, il écoute, il est en situation d'observation, et on sait que l'observation et l'écoute ne peuvent se faire que si on se concentre. Donc la présence, c'est par exemple un geste éducatif. La disponibilité aussi. Alors, tout ça, ce métier, ben, j'espère que vous allez être diplômé. Et pour avoir ce diplôme, l'objet de ce cours, il est en lien aussi avec une épreuve que vous allez avoir. Donc, c'est le domaine de formation 4, hein, c'est participer à la vie sociale et citoyenne de la personne. Et dans le cadre de cette épreuve, vous allez avoir un exposé oral d'un projet favorisant l'animation de la vie sociale et citoyenne pour la ou les personnes accompagnées. Vous voyez, le mot citoyenne est bien présent, les citoyens romains. Exposé du projet avec des modalités d'expression libre. Et le projet support à l'exposé est élaboré individuellement ou collectivement. Voilà, donc en général, moi j'ai toujours vu des candidats qui présentaient leur projet seuls, mais il n'est pas exclu d'un point de vue de l'épreuve des conditions que vous puissiez le faire avec quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes en stage dans la même structure et vous mettez en place une activité conjointement auprès des publics. Alors, pour l'exposer, pour l'avoir vécu en tant que jury blanc et jury officiel, c'est vrai que si vous amenez avec vous un petit peu
les productions, des photos, quelque chose de vivant qui vient de l'activité éducative que vous avez menée avec les personnes, eh bien c'est un vrai bonus, hein. C'est pas obligatoire, mais ça donne vie, ça donne de la chair, ça donne la capacité au jury de comprendre ce que vous avez fait avec les personnes. Votre note tient compte de 3 points. C'est le processus d'élaboration du projet et de sa réalisation, comment vous y êtes pris et comment ça s'est déroulé concrètement, l'implication du candidat dans cette démarche. Il est évident que si vous faites ça pour le faire, eh bien ça va se voir. Ça m'est déjà arrivé en tant que jury, et même une candidate m'a avoué qu'elle faisait ça parce qu'elle était bien obligée, puisque sa formation avait été payée par son employeur, mais qu'elle n'aimait pas les activités. Donc j'ai envie de dire, cet aveu, c'est un peu compliqué à entendre dans le cadre de la certification à ce diplôme, puisqu'en fait c'est une pièce maîtresse, c'est un axe central du travail, de mettre en place des activités éducatives avec les publics, hein. Ça c'est valable pour l'AES, c'est valable pour le ES, c'est valable pour le ME, hein. Donc c'est très important, c'est pour moi l'outil de base de l'éducateur. Alors, également, la pertinence du projet au regard du contexte d'intervention et du public accompagné. Il est évident qu'il faut que vous soyez, ce travail soit en lien avec quelque chose qui parle du lieu où vous travaillez et du public, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, faire un atelier, une activité tricot, parce que vous aimez bien le tricot et que c'est pour vous évident que tout le monde aime le tricot, hein. Si vous décidez de faire du tricot, c'est parce que d'abord vous avez observé des choses qui vous avez observé, écouté, entendu, fait des constats à partir du public accueilli, et que vous dites peut-être que le tricot pourrait être intéressant en termes d'objectifs et de travail éducatif. C'est comme ça qu'il faut toujours voir les choses. On en reparlera un peu plus tard lorsque on abordera la notion de projet. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du bon sens, c'est-à-dire que c'est même du sens. À chaque fois, l'idée de base, c'est de vous dire quel sens je donne à mon action, à mon travail éducatif. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas passer à côté, et c'est ce qu'on va vous demander. Alors, le sens, oui, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça que je vous fais travailler, réfléchir un petit peu sur les mots qui sont en lien avec ce cours, donc, et notamment, comme j'apprécie faire travailler les personnes, en général c'est en présentiel, mais là on va le faire à distance, je vais vous demander, vous voyez, il y a des mots qui apparaissent, il y a le projet, il y a le projet, il y a l'animation. Vous voyez que là, le projet, ça tient une grande place, donc on verra ça dans une partie suivante du cours. Mais des mots, par exemple, comme l'animation, eh bien, je vais vous demander, c'est à vous, quelle différence, selon vous, entre ces 4 mots? Donc le mot activité, apprentissage, animation et atelier. Alors, tous commencent par la lettre A. Bon, ça c'est un constat, mais c'est pas rien. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans l'alphabet du professionnel AES, c'est un petit peu le début de l'alphabet, hein. C'est-à-dire, on vous demande de faire un travail éducatif. Donc, un travail éducatif, c'est faire sortir les personnes d'elles-mêmes, c'est-à-dire leur permettre de s'exprimer. Hein, ça, c'est clair, noir sur blanc dans votre référentiel. Donc, c'est leur proposer des espaces d'expression. Et pour ça, donc il y a 4 mots souvent qui se percutent, qui se chevauchent, qu'on peut mélanger. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre de votre feuille, votre stylo, de continuer un petit peu cette réflexion par les mots, et de me dire activité, 2 points. Voilà, selon vous, qu'est-ce qu'une activité? Apprentissage de 2 points, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un apprentissage? Animation, atelier, et ainsi de suite. Peut-être que certains se disent, mais oui, activité, animation, atelier, finalement, c'est peut-être un peu la même chose. J'ai entendu ça, on parle d'activité, une fois on parle d'animation, des fois on parle d'atelier. Alors c'est quoi la différence entre tous ces mots? Elle est très importante à connaître, puisque c'est un petit peu la base, j'ai envie de dire, du vocabulaire du travail éducatif. Or, je m'aperçois, moi,
pour donner des cours sur le sujet et aller rencontrer des professionnels, y compris sur leur lieu de travail, que ces mots sont souvent mal utilisés, mal maîtrisés. Alors que vous allez voir, par la suite dans le cours, je vais bien sûr vous donner une réponse, mais sont très éclairants sur la nécessité, en termes de pratique éducative, de bien les connaître et les maîtriser et voir un petit peu où ils emmènent le professionnel et comment le professionnel va se situer par rapport à ces termes en termes d'activité sur le terrain. Alors, et de posture. Voilà, donc moi ce que je vais vous proposer, c'est que j'arrête de parler, vous voyez, je suis un petit peu bavard, et je vais vous laisser écrire, je rappelle bien, c'est selon vous. Donc là, c'est très important, ça vient de vous et on part de vous et ce sont vos idées. Bien entendu, vous aurez les réponses après, mais l'idée c'est de savoir où vous en êtes pour que moi après je puisse aussi un petit peu faire connaissance un petit peu avec vos cheminements de réflexion. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de notes, il n'y a pas tout ça. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous soyez sincère dans ce moment de travail et de réflexion avec vous-même, chez vous, à distance. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser travailler. On se retrouve après dans, dans un prochain temps où je vais revenir sur ces mots qui me semblent importants et on continuera le cours. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à tout de suite.